La team, dans cette vidéo, vous allez écouter cette chercheuse qui vous décrit l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Toute l'histoire depuis 2000. La date de la session du président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême. Ce qui s'est passé dans les bombardements de Bouaki, dans les tentatives de coup d'État déjà en janvier 2001, tentative de coup d'État le 19 septembre 2002, la rébellion qui a duré 10 ans pendant tout le mandat du président Laurent Gbagbo. Ceux qui ont pris part à cela, l'arrestation du président Gbagbo et son envoi à la CPI, tout ce qui a été mis derrière, la machination qui a été orchestrée, les appels du président Ouattara, ses échanges avec la diplomatie française et l'ancien procureur de la CPI, tout ce qui a été monté pour arrêter le monsieur. Mais quand vous finissez d'écouter cela, vous vous posez la question de savoir quels sont encore ces Africains, ces Ivoiriens qui continuent à croire que la France veut le bien des Africains. Pourquoi faire disparaître de la scène politique pendant plus de 10 ans un homme comme Laurent Gbagbo, tout simplement parce qu'il n'est pas corruptible? C'est quelqu'un qui démontre qu'il n'a pas l'amour fou de l'argent. Il se contente de ce qu'il a et il fait avec ce qu'il a. C'est quelqu'un qui sait se battre, qui sait se chercher, qui sait se débrouiller, mais il n'est pas prêt à tout pour de l'argent. Et comme on sait, les Occidentaux n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ce genre de leader-là. Et le président Laurent Gbagbo l'a démontré. Donc toute la machine a été mise en place pour pouvoir déstabiliser le monsieur, l'empêcher de gouverner. Mais surtout, après l'élection de 2010, ils ont tout fait pour déporter le monsieur à la CPI, l'éloignant comme ça de son pays, de son parti politique. Et derrière, ils ont décapité son parti politique. Ils ont monté les uns contre les autres, acheté les autres aussi. Et vous pouvez constater aujourd'hui que, à son retour, vous avez vu tout ce qui a été mis en place. Entre son ex-femme qui est partie l'accueillir à l'aéroport, tout en sachant très bien qu'un scandale devait tomber, pour salir l'image du monsieur. À côté, Pascal Affi-N'Guessan qui avait déjà fait toute la propagande et la manipulation. De l'autre côté, un Charles Blé Goudé qui avait déjà manipulé aussi les cyberactivistes parce que lui, bien évidemment, il parle avec les cyberactivistes. Et donc, vous pouvez comprendre que même ses proches collaborateurs ont été achetés, manipulés. Ils ont eu des promesses que s'ils ne suivaient pas ceux qui ont gagné, alors eux, ils allaient perdre même leurs derniers privilèges financiers. Et donc, ils ont suivi parce qu'ils sont corruptibles et ils sont manipulables. Mais le président Laurent Gbagbo est resté focus. Il est rentré. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui que le combat n'est pas facile. Et ça n'a jamais été facile. Mais seulement, le combat aujourd'hui a d'autres avantages, a d'autres atouts. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons les téléphones, nous avons Internet. Et donc, nous pouvons mener aussi le combat à ce niveau-là pour informer. Et surtout aujourd'hui, tous les pays sont informés. Donc, le président n'est plus seul dans sa lutte. La team, écoutons cette interview avec cette chercheuse-là. Et dites-moi ce que vous pensez de ça. Avant même les violences de la crise post-électorale de 2010-2011, des contacts entre donc Alassane Ouattara, le procureur de la CPI de l'époque, Luis Moreno Ocampo, et la diplomatie française. Et tout ça montre qu'en fait, un dossier a été monté avec pas beaucoup de choses concrètes. Et avant même le début du procès, donc qui a commencé en janvier 2016, il était évident pour ceux qui suivaient l'affaire de près que ça allait se terminer par un fiasco. Et on est arrivé effectivement, puisque le juge qui présidait ce tribunal de première instance a jugé exceptionnel, enfin il a parlé de faiblesse exceptionnelle du dossier d'accusation, enfin la preuve était d'une faiblesse exceptionnelle, preuve du procureur. Donc voilà, le dysfonctionnement, il commence avant même que Laurent Gbagbo soit arrêté le 11 avril 2011. Et voilà, il y a eu jusqu'en 2004 des tentatives répétées pour écarter Laurent Gbagbo du pouvoir et qui mêlaient Paris. Il y a une question qui se pose, mais que représentait Laurent Gbagbo pour la France selon vous? Alors, il était gênant, visiblement, il gênait pour plusieurs raisons, parce qu'il a un profil complètement atypique. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de président arriver à la tête d'un pays de la zone franc. Président qui n'est pas intéressé par l'argent, visiblement, tout le monde le dit, ses amis et ses ennemis. Donc difficilement corruptible, en tout cas, par l'argent. Et puis ayant des idées de relations d'égal à égal avec ses partenaires et en particulier la France. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui gênaient les Français.
Fanny Pigeaud, journaliste, enquête depuis de très nombreuses années sur le rôle de la France dans la crise ivoirienne des années 2000. Elle s'est aussi interrogée sur le travail de ses confrères français qui ont couvert ces événements. Elle a sorti en 2015 ce livre, France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est acquitté. Les charges de crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011 sont pour l'instant levées. Fanny Pigeaud nous livre son regard sur ces 10 années de crise ivoirienne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, quelques chiffres pour commencer. 231 journées d'audience, 82 témoins, des milliers de documents étudiés et surtout 8 ans de détention pour Laurent Gbagbo pour en arriver à un acquittement. Qu'est-ce qui a dysfonctionné selon vous ? Alors, le dysfonctionnement, il commence dès le début, avant même l'arrestation de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, parce que il y a eu collusion, visiblement. On a pu trouver des documents avec Mediapart, avec qui je collabore, des documents qui montrent qu'il y a eu des contacts avant même les violences de la crise post-électorale de 2010-2011. Des contacts entre donc Alassane Ouattara, le procureur de la CPI de l'époque, Luis Moreno Ocampo, et la diplomatie française. Et tout ça montre qu'en fait, un dossier a été monté avec pas beaucoup de choses concrètes. Et avant même le début du procès, donc qui a commencé en janvier 2016, il était évident pour ceux qui suivaient l'affaire de près que ça allait se terminer par un fiasco. Et on y est arrivé effectivement, puisque le juge qui présidait ce tribunal de première instance a jugé exceptionnel, enfin il a parlé de faiblesse exceptionnelle du dossier d'accusation, enfin la preuve était d'une faiblesse exceptionnelle, preuve du procureur. Donc voilà, le dysfonctionnement, il commence avant même que Laurent Gbagbo soit arrêté le 11 avril 2011. Alors, entre le président ivoirien et la France, sous Chirac puis Sarkozy, c'est une longue histoire de désamour. Laurent Gbagbo pense que Paris est derrière le coup d'État de 2002. Vous avez les mêmes conclusions après votre enquête ? Alors, il est évident que Laurent Gbagbo, quand il est arrivé à la présidence de la République en octobre 2000, n'était pas attendu véritablement à Paris. Le contexte était un peu compliqué, on ne va pas revenir dessus, mais il n'était pas dans les petits papiers de la droite française. Et très vite, il a été l'objet de tentatives de coup d'État. Et donc, il était arrivé au pouvoir en octobre 2000. La première tentative de coup d'État, c'est janvier 2001. À partir de là, bon, ça s'est enchaîné. Et alors, effectivement, ces tentatives de coup d'État venaient du Burkina Faso. On sait que les rebelles qui ont fait ces tentatives, celles dont vous parlez le 19 septembre 2002, étaient basés au Burkina Faso, étaient formés au Burkina Faso, étaient aussi logés et nourris par l'État burkinabé. À l'époque, c'était Blaise Compaoré qui était le président du Burkina Faso, et on sait qu'il avait des liens avec la France extrêmement étroits. Et pourtant, un accord de défense lié la France à la Côte d'Ivoire, pourquoi Paris ne l'a pas appliqué ? Eh bien parce que justement, effectivement, Laurent Gbagbo avait demandé à ce que la France applique cet accord et donc intervienne contre les rebelles qui ont réussi finalement à prendre 60% du territoire ivoirien. Et la France a expliqué que non, c'était une affaire intra-ivoirienne et que ceux qui attaquaient étaient ivoiriens, donc la France n'avait pas à se mêler de ça. Mais tout montre qu'il y avait des implications étrangères évidentes et que si les rebelles ont pu agir en 2002 contre la Côte d'Ivoire, la France le savait parfaitement et la France visiblement a laissé faire et voire a peut-être aidé. Là, on n'a pas encore les preuves, mais il est évident qu'elle est mêlée à 100% dans cette affaire. Et la France a-t-elle, durant toutes ces années, comme vous l'a dit, Laurent Gbagbo que vous avez rencontré, tout fait pour écarter l'ancien président ivoirien du pouvoir ? Oui, alors il y a eu ces tentatives jusqu'en 2002, et puis à partir de 2003, cette conférence de Marcoussis, où il y a eu un accord qui est sorti de Marcoussis, donc en région parisienne, et tout était organisé par la France, et l'objectif c'était de dépouiller Laurent Gbagbo de ses pouvoirs présidentiels, et voilà, de l'écarter petit à petit du pouvoir. Et jusqu'à, il y a eu aussi novembre 2004, le bombardement de Bouaké, là aussi une histoire extrêmement nébuleuse, mais dont on commence à voir un peu la réalité, avec très certainement une implication française de premier plan venant du gouvernement français. On en saura plus parce qu'il y a un procès qui doit se tenir sur cette question. Et voilà, il y a eu jusqu'en 2004 des tentatives répétées pour écarter Laurent Gbagbo du pouvoir et qui mêlaient Paris. Il y a une question qui se pose, mais que représentait Laurent Gbagbo pour la France selon vous ? Alors, il était gênant, visiblement, il gênait pour plusieurs raisons, parce qu'il a un profil complètement atypique. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de président arriver à la tête d'un pays de la zone franc. Président qui n'est pas intéressé par l'argent, visiblement, tout le monde le dit, ses amis et ses ennemis.
donc difficilement corruptible en tout cas par l'argent, et puis ayant des idées de relations d'égal à égal avec ses partenaires et en particulier la France. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui gênaient les Français, même si à partir d'une certaine date, à partir de, on va dire 2003, il a fait énormément de concessions aux intérêts français. Cette indépendance, elle se matérialisait comment concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait qui aurait pu gêner les Français? Eh ben, il avait un discours qui était gênant. Il avait un discours sur le franc CFA notamment. Sur le franc CFA. Alors, il n'a pas beaucoup parlé du franc CFA à partir d'une. Voilà, il a été prudent visiblement parce qu'il savait que c'était un sujet explosif. Mais au début, il avait une politique. Il voulait avoir une politique plutôt sociale. De gauche, et encore une fois, la droite française n'était pas prête à ça. Et au niveau des armes aussi, je crois. Oui, il a voulu aussi revoir certains contrats, et avec Bouygues notamment. Enfin bref, très vite, il a été complètement stoppé dans cet élan. Alors, en 2006, Laurent Gbagbo affirme avoir dit à Chirac « Je ne suis pas votre sous-préfet ». Vous pensez, comme lui, qu'il a payé le prix de son indépendance aujourd'hui ? Ah ben, il est évident que oui, encore une fois, il gênait et qu'il n'était pas question que pour la France officielle, qu'il reste là où il était, parce qu'en même temps, pouvait aussi donner l'idée à d'autres États de cette fameuse zone franc d'avoir un discours et des pratiques qui s'éloignaient de Paris. Alors Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir en 2007, ça a été le début de la fin pour Laurent Gbagbo, en tout cas c'est comme ça qu'il analyse. Pourquoi il dit ça ? Non, il pense au départ que ça va être plus reposant parce que justement il dit je vais mieux dormir la nuit. Je sais plus, il a une phrase à un moment donné parce qu'il a cru que Nicolas Sarkozy serait plus et voilà, aurait une relation un peu plus facile. C'est moins chaotique qu'avec le président Chirac. Et bien voilà, il s'est complètement trompé puisque en 2010, au moment de la fameuse élection présidentielle, la France a tout fait pour soutenir Alassane Ouattara. Et voilà, écarter Laurent Gbagbo très très loin du pouvoir. Mais finalement, quelles étaient les relations entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara ? Alors, ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont travaillé ensemble quand Nicolas Sarkozy était ministre du Budget et Alassane Ouattara était Premier ministre. Voilà, et puis ils ont évolué dans des cercles qui étaient à peu près les mêmes. Donc ils se connaissent et je crois qu'à un moment donné, Ouattara a dit que Nicolas Sarkozy était son plus grand ami ou un de ses plus grands amis. Ça devait être, je crois qu'il avait fait cette déclaration en 2010. Donc voilà, il y a des liens évidents qui dépassent le seul cadre politique et professionnel. Alors, arrivent les élections de 2010, la commission électorale donne Alassane Ouattara vainqueur. Par la suite, la Cour constitutionnelle reconnaît des fraudes dans le Nord et déclare Laurent Gbagbo grand gagnant. Comment se positionne la France et l'ONU à ce moment-là précisément ? Alors justement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites pendant cette période-là, beaucoup de manipulations de la part de la commission électorale indépendante qui n'était pas si indépendante que cela, parce la majorité de ses membres étaient soit membres du parti d'Alassane Ouattara, soit membres de partis affiliés, voilà, du fameux RHDP, la coalition qui est arrivée au pouvoir ensuite. Et puis il y a eu des pressions terribles qui ont été exercées, on sait, par les ambassadeurs de l'époque, ambassadeurs américains, ambassadeurs français, sur le représentant l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU à Abidjan, et qui lui avait pour mandat de dire si l'élection s'était passée de manière juste, transparente. Il ne devait pas prendre position sur les résultats, il ne devait pas prendre position sur qui a gagné ou pas, et il a été amené à le faire, il a été poussé à le faire par les diplomates occidentaux, et dans un sens que eux voulaient, c'est-à-dire dans le sens annonçant qu'Alassane Ouattara avait remporté l'élection. Or, c'était extrêmement trouble dès le début, dès le premier tour, il y a eu des manipulations. Et Henri Konan Bédier, qui était arrivé officiellement 3e de ce premier tour, a d'ailleurs lui-même dit quelques années plus tard qu'en réalité il était 2e et qu'Alassane Ouattara ne passait pas ce premier tour. Alors vous estimez aussi que les médias français ont aussi joué un rôle dans le conflit. Pourquoi leur grille de lecture était fausse ? Alors, la plupart des médias français, il faut le dire, ont suivi le discours officiel de la France, n'ont jamais vraiment remis en cause ce discours. Vous avez des exemples précis ? Par exemple, sur la commission électorale indépendante, sur ses résultats, les médias français ont toujours quasiment pris pour argent comptant ce que disait Paris. Sur aussi cette tentative de coup d'État de septembre 2002, où il n'y a pas eu vraiment d'enquête de leur part sur qui étaient ceux qui attaquaient, qui les finançait.
On n'a jamais vraiment non plus, dans la presse, lu d'articles s'interrogeant sur le fait que Blaise Compaoré, qui était quand même impliqué à 100% dans cette crise, soit devenu tout à coup le médiateur. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été soit brouillées, soit passées sous silence. Dénoncer des proximités fautives aussi. Oui, il y a eu un certain nombre de journalistes. Alors, moi, je pense qu'il y a eu 3 catégories de journalistes. Il y a ceux qui ont suivi le mouvement, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se pencher réellement sur la question, parce qu'il faut quand même entrer vraiment profondément dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, des relations France-Côte d'Ivoire pour tout comprendre. Et puis, il y a ceux qui, effectivement, de manière consciente, ont travesti certains faits ou bien ont caché des choses sur les exactions des rebelles, par exemple. Il y a des choses qu'on connaissait mais qui n'ont pas été racontées. Et puis voilà, il y a quelques journalistes qui ont su quand même dire ce qui se passait. Merci beaucoup.